Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est le député Patrick Mignola qui est président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Bonjour Patrick Mignola. Bonjour. Vous êtes un Savoyard pure souche, né à Chambéry en 1971 et aujourd'hui député de la 4e circonscription de ce département des Alpes. Alors vous avez aussi été maire durant 16 ans de l'Aravoire, qui est dans l'agglomération de Chambéry, et vous avez été aussi conseiller général puis régional. Alors c'est dans votre fief aussi, c'est dans ce fief des Alpes que vous dirigez l'entreprise familiale spécialisée dans les revêtements de sol et de l'ameublement. Vous êtes entré très jeune en politique, puisque vous avez, dès 22 ans, commencé à travailler dans les différents cabinets ministériels, et notamment celui de François Bayrou, alors ministre de l'Éducation nationale. Après votre entrée à l'Assemblée nationale en 2017, vous avez démissionné de vos autres mandats au nom de la règle du non-cumul, mais vous étiez resté au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, où le Modem était allié à OLR de Laurent Wauquiez. En octobre dernier, vous vous en êtes retiré et vous avez expliqué ne plus vous retrouver dans les positions de plus en plus droitières des Républicains. Vous serez successivement interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Alain Baron de Radio Notre-Dame, par Michael Cor pour La Croix et par Étienne Pépin de RCF. Alors avant de rentrer dans les questions de fond, une question plus sur l'ambiance qu'il y avait mercredi à l'Assemblée nationale. C'était votre deuxième discours, déclaration de politique générale. Comment avez-vous senti l'ambiance dans cette Assemblée 2 ans après la première vote de confiance qui avait eu lieu donc en juillet 2017 ? Plus serein ou plus de tension ? Je crois plus de gravité. Parce que la première déclaration de politique générale était effectuée à l'immédiat lendemain des élections législatives. Là, 2 années se sont écoulées. On a fait des choses, parfois utiles et efficaces, je le crois, et je pense qu'on peut en être fier. Et on a fait des choses qui étaient moins réussies, et en tout cas qui avaient moins d'impact, moins de ressenti sur le terrain par les Françaises et les Français. Ils ont su le dire, non seulement dans la crise sociale des Gilets jaunes, ensuite dans le grand débat national, et puis au quotidien, quand on les rencontre. Et donc là, il y avait un peu de gravité, parce que chacun, et quelle que soit sa sensibilité politique, sait qu'il faut continuer à réformer le pays, mais il faut que les Françaises et les Français le ressentent mieux et qu'ils aient le sentiment que ce qui est décidé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale peut avoir un impact sur eux. Donc j'ai ressenti un esprit de responsabilité, même si on n'est pas d'accord sur tout. C'était cette volonté, en se respectant les uns et les autres, qu'on produise beaucoup plus de concret et de tangible. Une première question d'Alain Baron, Radio Notre-Dame. Monsieur Mignola, bonjour. Les médias ont beaucoup parlé de relance du quinquennat. Alors, ce terme m'étonne un peu parce que ça veut dire qu'il y avait un trou d'air ? Oui, il y avait un trou d'air parce que quand vous regardez depuis 6 mois, même si on a continué à réformer et on a avancé, on a fait pendant toute la crise sociale des Gilets jaunes à la fois la réforme de la justice, la réforme des transports qui est encore actuellement à l'Assemblée nationale, la réforme de la fonction publique, on a continué à avancer, mais pour autant, il fallait reposer les valises et rediscuter avec les Français sur le projet, sur le sens, sur l'horizon qu'on se fixait. Parce que la politique, c'est pas qu'un pragmatisme, c'est pas empiler les mesures. Bien sûr que quand on est arrivé, il fallait dépoussiérer le pays et que 2 quinquennats successifs qui avaient duré 2 ans chacun, parce qu'on se rappelle que la crise avait arrêté celui de Nicolas Sarkozy et les atermoiements avaient arrêté celui de François Hollande. Il y avait besoin d'avancer pour le pays, parce que la France ne pouvait pas rester le dernier pays immobile de l'OCDE. Mais à force de réformer à marche forcée, on avait peut-être perdu le sens du projet qu'il fallait réaffirmer. Et donc, il faut savoir s'arrêter de temps en temps, réfléchir ensemble, et poser un acte 2 qui va redonner du sens à notre action. Mais le sens du projet, c'est de réformer et quel est le sens de la réforme ? C'est ça aussi qu'il faut peut-être éclaircir. Est-ce que c'est la réforme pour la réforme ? Voilà. Mais non, le sens de notre action politique, c'est d'arriver à bâtir un nouveau projet français, une sorte de nouveau contrat social et civique. Moi, je l'ai dit en une phrase hier, nous sommes pour la croissance et pour le capital. Mais on est pour une croissance verte et pour un capital à visage humain.
Et je pense qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment fait. Il y a tellement manqué de réformes économiques dans ce pays, que ce soit en faveur des entreprises, que ce soit sur la baisse de la fiscalité, que ce soit pour plus de justice sociale pour tous les Français périphériques qui vivent dans des banlieues ou qui vivent dans le monde rural, qu'on a fait d'abord beaucoup d'économies. Et donc on a eu ce sentiment, comme vous l'avez bien dit, M. Gors, que finalement on faisait de la réforme pour de la réforme, mais sans savoir exactement où on allait. La promesse de ce pays, c'est d'abord une promesse d'égalité. Donc comment on fait de l'égalité ? Il faut être en capacité, bien sûr, de faire vivre une économie, de la remettre en mouvement, de redonner de la liberté, mais une promesse d'égalité en France, c'est la promesse que chacun pourra bénéficier de la croissance économique, c'est-à-dire d'inventer une croissance qualifiée sur le plan écologique, sur le plan social, mais tout simplement sur le plan humain. Et ça signifie plein de choses dans ce qu'on doit avoir toujours en tête dans les réformes qu'on conduit. Vous dites la priorité, c'est l'égalité, mais est-ce que la mère de toutes les batailles, c'est pas quand même la lutte contre le chômage ? Il y a eu quelques petits signes d'affaiblissement du chômage. Cela dit, la France conserve un taux de chômage quand même élevé par rapport à ses proches voisins. Est-ce que c'est pas ça quand même la vraie priorité ? C'est la même chose. Parce que la première égalité, c'est de pouvoir saisir des chances. Il y a celles et ceux qui peuvent saisir une première chance dans la vie, par leur travail, par leur effort, d'où qu'ils viennent, et puis ceux qui ont eu moins de chance ou qui ont pu avoir un accident ou un incident de vie. Et on a de ce point de vue-là un formidable système de redistribution sociale, mais pour autant, l'immobilité sociale existe. Il y a des Français qui se sentent figés, qui se sentent assignés à résidence là où ils habitent, qui se sentent assignés à résidence dans la formation qu'ils ont eue. Il y a des personnes qui ont pu travailler 20 ans, qui finalement exercent un métier qui aujourd'hui n'existe plus ou devrait évoluer. Il y a plus de la moitié de nos métiers, avec la digitalisation, qui va évoluer sur les 20 ans qui viennent. Et donc, la promesse de notre société, c'est oui de lutter contre le chômage de masse, parce qu'on ne peut pas s'y résoudre. Et finalement, quand on crée 200 000 emplois nets depuis une année, on ne fait pas d'autosatisfaction, mais on dit aux Français, vous voyez, il n'y a pas de résignation à avoir. Il n'y a pas de fatalité à ce que la France soit condamnée forcément au chômage de masse. Simplement, ça nécessite des efforts énormes, et par exemple sur la réforme de l'assurance chômage, que ceux qui sont au chômage aujourd'hui et qui sont employables, parce qu'ils ont les compétences, et bien que nous n'acceptions plus qu'il reste 23 mois avant de retourner prendre un poste, mais qu'en revanche, ceux qui sont très éloignés de l'emploi, ben là on mette le maximum de moyens et qu'on fasse de la discrimination sociale positive, qu'on mette plus de moyens à ceux qui ont besoin et un peu moins à ceux qui ont déjà. Ça n'a pas fini d'exciter les contestations et les réticences, mais finalement de se dire que, allez, même si ça ne se traduira pas comme ça dans les ordonnances travail, mais pour que nos téléspectateurs, nos auditeurs entendent, qu'on se dise que ceux qui peuvent travailler pourraient être indemnisés 1 an, et que ceux qui ont du mal à retrouver un emploi parce qu'ils ne sont pas au bon endroit ou qu'ils n'ont pas les bonnes compétences, eux soient accompagnés pendant 3 ou 4, moi ça ne me gênerait pas. Vous rappeliez tout à l'heure les propos du chef de l'État sur le capitalisme à visage humain. Or, le chef de l'État a quand même été très critiqué sur sa politique pro-business, plus favorable aux couches les plus aisées finalement. Tous les économistes l'ont dit, de droite ou de gauche, c'était quand même reconnu. Donc maintenant, il s'agit de changer de cap ? Je crois que le président de la République a eu raison d'être courageux dès le début du mandat. On ne pouvait pas être le seul pays à avoir un impôt sur la fortune qui éloigne les investissements du pays. Je sais que ce n'est pas populaire, mais ce n'est pas parce que les riches sont moins riches que les pauvres sont moins pauvres. On ne pouvait pas être le seul pays à avoir une taxation des dividendes des entreprises, et Dieu sait si moi je suis choqué qu'on donne parfois dans les entreprises du CAC 40 beaucoup plus de dividendes qu'on ne fait de la participation des salariés. Mais malgré tout, si on veut attirer des investisseurs en France, ils ne peuvent pas être plus taxés sur leurs dividendes qu'ils ne le sont en Allemagne ou en Angleterre. Et a fortiori, quand avec le Brexit, on essaie d'attirer des entreprises en France. Je crois pour autant que le président a fait passer un message qui était assez clair. C'est, bien sûr, il fallait libérer l'économie, parce qu'on ne pouvait pas être le pays le plus fiscalisé d'Europe, et qu'il y avait ce problème avec l'argent, ce problème avec les riches, ce problème avec les investisseurs, ce problème avec les actionnaires.
Mais ce qu'on a fait parallèlement pour les salariés et pour la justice sociale, nous l'avions fait trop lentement. La taxe d'habitation réduite, mais seulement en 3 ans, la baisse des charges salariales pour faire monter les salaires réels des salariés, les salaires nets des salariés en 2 ans, ça a donné cette impression un peu de malaise que finalement on donnait très vite aux plus riches et puis on donnait en plusieurs fois à ceux qui avaient le plus besoin. Je constate malgré tout que ça a produit des résultats positifs, parce qu'aujourd'hui, on a une croissance supérieure à celle de l'Allemagne, et on a un chômage qui n'a jamais autant baissé. Donc le calcul était dur à assumer, mais c'est aujourd'hui qu'il nous permet de redistribuer les fruits de la croissance. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes plutôt libéral de votre idéologie politique. Qu'est-ce que vous pensez du bonus-malus qui va être instauré pour donc, contraindre des entreprises dans certains secteurs à réduire les CDD ou les contrats courts? Il faut qu'on soit dans le bon principe et très proche des réalités du terrain. C'est un bon principe, effectivement, de considérer que l'assurance chômage, c'est une couverture sociale, mais ce n'est pas un outil de gestion pour les entreprises ou pour que les salariés travaillent 4 mois tous les 2 ans. Ça ne marche pas. C'est un détournement de la couverture sociale et donc des cotisations des salariés sur l'assurance chômage en ces termes. Je crois donc qu'il faut affirmer que les entreprises, aujourd'hui, quand elles peuvent embaucher en CDI, doivent le faire prioritairement, et que si elles font le choix d'embaucher en CDD, elles seront effectivement plus taxées que les autres. Il faut l'affirmer. Après, il faut qu'on regarde secteur d'activité par secteur d'activité. On prend l'exemple savoyard, mais pas seulement, du tourisme. On va avoir un peu de mal à faire travailler tout le monde en CDI sur les périodes hivernales. Parce que jusqu'à preuve du contraire, à Courchevel, même à Courchevel, il n'y a pas de neige l'été. Donc on a créé dans le cadre... Il y a des dispositifs pour ça qui existent, spécifiques pour le monde du tourisme. On a créé, dans le cadre du Code du travail, la possibilité d'avoir un CDI permettant de travailler sur certaines périodes de l'année. Finalement, ça permet d'embaucher et de fidéliser les personnels, parce que quand ils sont bons, on a envie de les voir revenir l'année d'après, qui permettent de travailler 4 mois une année et puis 4 mois l'autre. Mais prenons un autre secteur, le bâtiment, par exemple. Est-ce que le bâtiment, il faut donc des bonus-malus pour sanctionner les entreprises qui abusent des contrats courts? Moi, je le crois fondamentalement, parce que aujourd'hui, ce qui manque dans le bâtiment, c'est des compétences. C'est un métier que je connais bien. Il faut qu'on investisse dans les compétences, parce qu'un secteur comme celui du bâtiment a tellement évolué sur les 20 dernières années, la technique a tellement évolué, la rénovation énergétique des bâtiments a tellement évolué, l'exigence de qualité dans les bâtiments ont tellement évolué qu'on a besoin de prendre des apprentis, et pas pour leur faire les manœuvres sur les chantiers. On a besoin ensuite de les faire monter quasiment jusqu'au BP, un CAP ne suffit plus pour travailler, et ensuite on doit pouvoir leur donner de la visibilité. Parce que le contrat court dans le bâtiment, c'est un très bon exemple. Le contrat court, ça correspond à quoi? Ça correspond à prendre des intérimaires de temps en temps pour pouvoir jouer sur ces pics d'activité, et souvent ces intérimaires se transforment en de la main-d'œuvre détachée. Si vous prenez de la main-d'œuvre détachée au moment où, au contraire, on a besoin de plus de compétences en France, demain, on fera s'effondrer sur lui-même, on fera imploser tout un secteur économique. Et donc, non seulement c'est une question de justice sociale dans le rapport à l'assurance chômage, qui n'est pas là pour financer indirectement les entreprises, mais c'est aussi le respect de nos propres secteurs économiques. Il ne faut pas que demain, des secteurs économiques, à force de trop utiliser des contrats courts, s'effondrent comme se sont effondrés les tissus ou la sidérurgie par le passé. Alain Baron. Vous avez l'air en bonne santé, mais il va falloir beaucoup d'énergie si on veut, vous voulez respecter le programme du Premier ministre annoncé mercredi, la réforme constitutionnelle, la dépendance, l'assurance chômage, la PMA dont on parlera plus tard. Vous pensez que vous allez y arriver? Je crois que oui. D'abord parce que c'est nécessaire, et ensuite parce que les députés et les sénateurs doivent prendre leurs responsabilités pour veiller à faire des lois plus efficaces. Moi, je vais vous donner un avis de président de groupe à l'Assemblée, mais finalement, je suis député que depuis 2 ans. Je trouve qu'on est un peu lent. Je trouve qu'on est un peu éloigné des réalités. Et pourtant, quasiment tous les députés aujourd'hui de la majorité sont issus de la société civile et avaient des expériences professionnelles auparavant. Je pense qu'on se perd parfois en petites marottes personnelles ou en petites obsessions sociétales ou écologiques qui nous font perdre le fil. Vous voyez, un grand texte écologique, c'était Egalim.
le rééquilibrage entre les paysans et la grande distribution. Bon, on a passé une nuit entière, puis ensuite quasiment une demi-année, à commenter le glyphosate. Sujet très important, les pesticides et le glyphosate. Mais sur la question de savoir si on interdisait en 2021 ou en 2023. Bon, je pense que si on pouvait de temps en temps garder le sens des réformes et se dire que dans une loi, 2 ou 3 bonnes idées valent mieux que 3000 amendements, les Français verraient plus clair dans ce qu'on fait. Il y aura des baisses d'impôts annoncées de 27 milliards d'euros sur 5 ans. Comment vous allez vous y prendre? Parce que ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, ça. Alors, d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, il fallait faire redémarrer économiquement le pays. La meilleure façon de faire baisser le taux d'impôt dans le produit intérieur brut, ça peut être de baisser les impôts, ce qu'on fait, ça peut être aussi d'augmenter le produit intérieur brut. C'est comme ça qu'on avait commencé. Ensuite, on a besoin de taper assez fort dans les niches fiscales. D'ailleurs, la demande des Français dans le grand débat national était celle-là. Alors, parce qu'on paye trop d'impôts dans ce pays, mais pas celles qui concernent les contribuables. On a trop de niches. Les niches fiscales des entreprises. Eh ben, d'accord. 2 cibles dans les niches fiscales. Les grandes entreprises, parce que c'est quand même pas normal dans ce pays que les grandes entreprises payent de petits impôts et que les petites entreprises payent de grands impôts. Et 2, les niches fiscales anti-écologiques. Il y a un secteur très sensible qui est celui des travaux publics, qui utilise beaucoup le gazole non routier, ce qu'on appelle le fioul rouge. Bon. L'année dernière, on voulait supprimer la niche fiscale du gazole non routier parce qu'il était un peu moins taxé que l'essence des particuliers. Je pense que cette année, on doit signer avec le secteur des travaux publics en France un contrat de transition écologique où désormais le gazole non routier doit être taxé comme les autres et où désormais on doit utiliser des machines sur les chantiers, les machines sur les routes, qui sont des machines hybrides ou qui fonctionnent à l'électrique. Ces machines existent. Elles existent depuis des années, sauf qu'on n'a pas accompagné les entreprises pour leur dire, écoutez, maintenant vous avez 1 an et demi, 2 ans pour renouveler votre parc de machines et passer à des machines plus propres. C'est le prochain. Si on tape dans ces niches-là, je pense qu'on est utile, et pour le coup, ça représente beaucoup d'argent. Les 2 niches dont je viens de parler là, ça représente à peu près 3 milliards d'euros. C'est le prochain mouvement des bonnets rouges, ça. Pour moi qui suis du BTP, je ne sais pas si je mettrais un casque rouge ou un casque jaune. Ce dont je suis sûr, c'est que ça doit se faire dans la transparence, ça doit se faire sans brutalité. Bien sûr qu'il y a besoin de taper dans les niches fiscales, il y a besoin de retrouver une croissance verdie. Il faut simplement que la règle du jeu soit donnée à tout le monde et qu'on dise aux chefs d'entreprise des travaux publics, bon, ça faisait un petit moment qu'on vous le disait, combien de fois je leur ai dit d'ailleurs qu'il fallait aujourd'hui travailler un peu différemment. Moi, ça ne me gênerait pas beaucoup qu'il y ait des panneaux solaires provisoires qui soient mis sur les chantiers pour alimenter des machines-outils électriques. Voilà, il n'y aurait d'ailleurs rien d'extraordinaire à ça, d'agir ainsi. En se mettant un peu la pression les uns les autres, plutôt que réclamer tous les jours de l'écologie et défiler dans la rue en expliquant que le gouvernement n'en fait pas assez, qu'on le fasse un peu concrètement, en signant des contrats de transition écologique, sans brutalité, mais avec enfin un peu d'efficacité. Une dernière question d'Alain Baron. Édouard Philippe parle beaucoup maintenant de transition écologique, peut-être un peu plus qu'avant. Est-ce que c'est simplement un gage donné aux écolos qui ont été un des vainqueurs du scrutin aux européennes, ou c'est vraiment une vraie conscience? Je trouve que le Premier ministre a été assez honnête hier dans son discours en disant « j'ai pas toujours été persuadé du bien fondé de l'action écologique et désormais je me suis converti ». C'est une vraie conversion. Si on veut parler de l'économie de ce pays, si on veut parler de l'avenir de nos enfants, si demain on ne parvient pas à faire baisser les gaz à effet de serre et qu'on se retrouve en effet avec une augmentation de 2 degrés de notre climat, oubliez le tourisme hivernal en France, oubliez le tourisme littoral partout sur la Côte d'Azur, et dans un pays où notre meilleure balance commerciale c'est celle du tourisme,
ça nous posera effectivement des problèmes. Donc désormais, c'est devenu un sujet de société. Merci Alain Baron. Nous marquons une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Restez avec nous dans un court instant. Nous retrouverons notre invité, Patrick Mignola, qui est président des députés MoDem à l'Assemblée. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette deuxième partie de Face aux chrétiens avec notre invité Patrick Mignola, qui est président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. Il est interrogé par Michael Cor de la Croix. Bonjour. Monsieur Mignola, quel bilan tirez-vous des européennes? Il semble que la base électorale de votre majorité ait un petit peu bougé, son centre de gravité soit passé de la gauche à la droite. Aujourd'hui, avoir un socle électoral qui repose sur une bonne partie des fillonistes de la présidentielle, c'est quelque chose d'attendu, de normal, de problématique? Il y a quelque chose d'assez original, c'est que les élections européennes ont fait réagir les Français en fonction de l'Europe, et pas en fonction de la droite et de la gauche. L'enjeu qui était devant nous, c'était de savoir, entre les listes qui étaient en réalité opposées à l'Union européenne, qui nous expliquaient tous les jours qu'ils voulaient bien l'Europe, mais qu'il fallait faire une autre Europe sans qu'on sache exactement laquelle, et ceux qui voulaient que l'Europe continue, même si elle devait évidemment s'améliorer, se réformer, se rapprocher de la citoyenneté européenne, il fallait faire ce choix-là. Donc un certain nombre de personnes qui peut-être n'avaient pas voté pour nous au premier tour de la présidentielle ont voté pour notre liste. Je m'en réjouis. J'en tire pas forcément de grandes conséquences sur ce qu'est l'électorat de la majorité. Il peut arriver aux électeurs de voter élection par élection en fonction de l'élection elle-même et pas en fonction de leur attachement personnel. Les électeurs changent de ligne de nage assez facilement. C'est vrai, mais tout à l'heure, vous évoquiez par exemple la loi Egalim, où on avait beaucoup parlé de glyphosate. Le fait qu'une partie des électeurs de gauche, anciennement de gauche, qui aient voté pour la majorité à la dernière présidentielle, le fait que là, ils aient voté écologiste, c'est quand même un message. On avait parlé du glyphosate. Ça a été une critique. Votre majorité n'est pas assez écologique, elle n'est pas assez sociale. On l'a beaucoup entendu. Oui, c'est assez juste. Et on a retrouvé finalement là un score qui était un petit peu inférieur, mais qui était de l'ordre de ce qu'avait fait Daniel Cohn-Bendit il y a 10 ans. Au moment des élections européennes, les Français parlent de grands projets, ils parlent de grands sujets. Et ils ressentent au fond d'eux-mêmes que la préoccupation environnementale, si on ne la traite pas à l'échelon européen, de toute façon, on ne la traitera pas du tout. Parce que, on peut s'amuser à parler du glyphosate, des pesticides uniquement en France, mais dans une économie ouverte et mondialisée, avec des denrées alimentaires qui viennent de tous les pays d'Europe, voire du monde entier, en réalité, ça ne servira absolument à rien. Les Français savent que tout le domaine du réchauffement climatique et des transitions industrielles qui doivent aller ensemble, que les grands sujets d'infrastructure pour que demain on mette les camions sur le rail plutôt que continuer à faire rouler des camions dans toute l'Europe et à polluer les villes et les vallées, ça se fait forcément au niveau européen. Je crois que les électeurs aujourd'hui, on ne peut plus, même si on ne peut pas s'empêcher de faire ces analyses, et vous avez raison de les faire. On ne peut plus mettre les électeurs dans des cases, dans des boîtes dont ils ne sortiraient jamais. Il y a une expression lors des élections européennes, il y aura probablement une autre expression au moment des élections présidentielles. C'est la raison pour laquelle moi je ne pense pas que la droite est morte, la gauche est morte. Là, c'est peut-être à eux de se repenser d'ailleurs, et ce serait utile pour la démocratie que la droite cesse de faire la course à la droite et que la gauche cesse de faire la course à la gauche et réfléchisse un peu plus à ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent représenter dans le pays. La réalité et l'avenir du Parti Les Républicains, vous le voyez comment ? Je crois qu'en France, finalement, c'est assez simple. Pendant 40 ans, le RPR et le PS, schématiquement, se sont partagés le pouvoir. Et donc, il y a eu une forme de paresse intellectuelle à se dire que quand on était dans l'opposition, on allait forcément revenir au pouvoir le coup d'après, ou éventuellement le coup d'après-après. Bon. Donc, plus personne ne réfléchissait réellement à ce qui était les fondamentaux politiques et la promesse qui pouvait être faite au pays. C'est d'ailleurs pour ça qu'au moment où ils arrivaient au pouvoir, ils oubliaient immédiatement les promesses qu'ils avaient faites aux électeurs, puisque elles n'étaient pas fondées sur une véritable colonne vertébrale. Ce que je souhaite pour mon pays, voilà, pas moi de conseiller les Républicains ou le Parti Socialiste, mais ce que je souhaite pour mon pays,
c'est que demain, il y a un débat démocratique sain, avec une droite qui se repense, ou qui tout simplement repense, une gauche qui repense, et qu'on soit en capacité de faire des majorités de projets. Parce que moi, je ne les conçois pas forcément comme des oppositions systématiques. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils font à l'Assemblée pour essayer d'exister encore un peu et de trouver de l'oxygène. Mais moi, je rêverais d'une Assemblée nationale dans laquelle on n'ait pas forcément une majorité absolue pour un seul groupe parlementaire, comme c'est le cas aujourd'hui, et que texte par texte, on soit condamné à faire des majorités de projets. Et ça, c'est une majorité d'alliance, on pourrait dire, de compromis, de consensus. Ce qui se passe actuellement, on a l'impression que c'est plutôt une majorité d'hégémonie. On a vu les maires venus du centre-droit ou de la droite faire allégeance ou se rallier au macronisme. Il y a une forte pression qui pèse sur eux actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque aujourd'hui que LREM fasse une espèce d'OPA sur tout le monde politique ? Oui, LREM, MoDem, voilà, les deux mouvements de la majorité peuvent être guettés, et c'est un tort, par le fantasme du parti unique. La gauche a essayé, ça a mal fini. La droite a essayé, ça a mal fini. Parce que, sans faire référence au général de Gaulle et à ce pays aux 1000 fromages, vous ne ferez pas rentrer les Français dans une seule boîte où, désormais, pendant 5 ans, ils nous signeraient un chèque en blanc et où tout le monde devrait penser la même chose, d'où qu'il vienne et quel que soit son chemin. Moi, je ne crois pas à la politique dans le rétroviseur. C'est pas parce qu'on est dans la majorité présidentielle aujourd'hui, qu'on est venu de la droite, qu'il faut toujours se dire de droite, qu'on est venu de la gauche, qu'il faut se dire de gauche, ou qu'on est principalement centriste, et je m'en réjouis, et que forcément, voilà, il faudrait revenir toujours à ses origines. En revanche, je pense que la bonne santé d'une majorité, c'est de savoir tendre la main, de part et d'autre, et de créer des majorités de projets. Ce n'est pas ce que nous avons fait. Non, ce que vous avez fait, c'est torpiller la gauche en 2017, torpiller la droite en 2019, en installant le Rassemblement national comme votre, aujourd'hui, principal opposant, et demain, peut-être votre seule alternative. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pense qu'on a convaincu les Français que ce pays avait besoin de se remettre en mouvement et de retrouver un projet collectif où les gens se parlent encore. S'ils votent pour le Front National, quand vous regardez les villages qui ont voté pour le Front National, qui parfois n'ont ni immigration ni pauvreté, c'est avant tout parce qu'ils ont peur de l'autre. Il faut que les Français se reparlent. Et c'est pour ça qu'on doit porter un nouveau projet collectif. Donc, remettre en route le pays économiquement et retrouver un projet social commun. On a convaincu les Français, on a été élus sur ce projet-là. On n'a pas torpillé qui que ce soit. D'ailleurs, ils n'avaient pas besoin de nous pour se torpiller. François Hollande, il s'est tiré des balles dans le pied bien avant qu'Emmanuel Macron arrive sur la scène politique. Les Républicains, dans l'ineptie de leur positionnement, à la fois ultra-libéral et ultra-conservateur, qui ressemble aujourd'hui plutôt à une sorte de Tea Party à l'américaine, ils n'ont pas eu besoin de nous pour se mettre une torpille dans chaque pied. Donc, nous, je suis désolé de le dire, on avance pour le pays. On ne fait pas tout bien, mais on avance pour le pays. On n'essaye pas de se maintenir au pouvoir en maintenant la tête des oppositions sous l'eau. Elles y sont, et tant qu'elles n'ont pas touché le fond de la piscine pour remonter, de toute façon, on ne pourra rien pour elles. Le parti qui s'en est bien tiré, ça reste quand même le MoDem. Si on vous avait invité ici il y a encore quelques mois, les relations avec La République En Marche, notamment à l'Assemblée, étaient compliquées. Il y avait un refus de voter des textes ensemble, des amendements ensemble, c'était vraiment compliqué, tous vos confrères le disaient. Aujourd'hui, le dernier remaniement ministériel, les gilets jaunes, le grand débat, ça s'est un peu apaisé. Est-ce que le MoDem a trouvé sa place dans la majorité ? Oui, puis je pense qu'il y a un meilleur équilibre dans la majorité. Il y a la tentation que je viens de dénoncer à l'instant de vouloir faire un parti unique. Ce serait une mauvaise idée de penser que tout le monde doit s'obliger à penser la même chose. Il y a au contraire d'autres personnes dans la majorité, et ils sont nombreux au sein de La République En Marche, à penser qu'on a intérêt à être unis dans la diversité. Le MoDem est une première diversité, demain il faudra qu'il y en ait d'autres, et sans demander à qui que ce soit de se renier, que des personnes de droite, que des personnes de gauche, que des personnes de la société civile qui s'engageront aux élections municipales, puissent venir élargir la majorité, ou tout simplement mettre, pour un temps ou pour longtemps, leur
énergie au service du pays. Ça veut dire un nouveau parti de centre-droit comme Agir ou un parti de centre-gauche comme Agir qui viendrait dans la majorité? Oui, il peut y avoir une majorité qui ressemblerait à un archipel, où il y a effectivement une base qui est celle de cette grande famille centrale désormais qu'est La République En Marche, alliée au MoDem, et que les femmes et les hommes qui se disent que ils ne veulent pas juste attendre la prochaine élection présidentielle pour travailler pour le pays, viennent travailler avec nous. Ça ne veut pas dire qu'on fusionnera tout ça dans un grand mouvement, et que ça ne voudra pas dire forcément d'ailleurs qu'ils seront obligés de nous soutenir à toutes les élections, mais qu'en revanche, on puisse reprendre cette belle idée du président Giscard d'Estaing que pour bien réformer un pays, il faut 2 Français sur 3, ils puissent participer à ce rassemblement très large pour agir. Oui. Alors, la démocratie, c'est aussi les enjeux locaux, la démocratie locale. Le Premier ministre a annoncé hier qu'on allait revenir sur les réformes qui ont été faites pour encourager les communautés de communes. Est-ce qu'on a été trop loin en ce sens? Est-ce qu'il faut redonner du pouvoir ou une place plus grande aux maires et notamment aux petits maires? Vous qui avez été élu local et qui avez fait partie de communautés de communes aussi. Oui, absolument. Alors je le dis sans démagogie, parce que c'est pas parce qu'on a un petit maire qu'on est bon. Il y a aussi des petits maires qui sont très mauvais. Bon. Mais la plupart du temps, ils ont la proximité, et quand ils sont mauvais, ils s'améliorent parce qu'ils sont au contact de la population qui peut leur tirer la manche tous les jours. Mais effectivement, il faut qu'on reconsidère les élus locaux, parce qu'on a fait quelque chose d'absurde dans le quinquennat de François Hollande, c'est de faire de trop grandes régions, en se disant désormais qu'il n'y aurait plus de départements et qu'il n'y aurait que des grandes régions appuyées sur des grandes intercommunalités. Et on a forcé les communes ou les intercommunalités, quand elles étaient trop petites, pensait-on, à se marier de force. Il n'y a pas de territoire sans projet de territoire. Ça ne sert à rien de forcer la main. Et on voit bien d'ailleurs que le cumul des mandats ne servait à rien, parce que les députés et les sénateurs qui ont voté cette loi qui obligeait, qui tordait le bras des élus locaux, ils étaient eux-mêmes élus locaux. Alors, ils nous expliquaient qu'il ne fallait surtout pas interdire le cumul des mandats parce que ça leur permettait d'avoir de la proximité, mais ils votaient des choses à Paris qui leur mettaient la migraine en circonscription. Donc, il y a cette espèce de schizophrénie institutionnelle qui était déplorable. Il faut désormais que sur le terrain, les élus locaux décident de leur avenir. Qu'on passe un nouveau contrat avec eux pour une fiscalité locale, pour qu'ils aient des moyens. Et il faut aussi qu'on leur laisse la main sur la définition des territoires. Vous voyez, de dire en Île-de-France que c'est pas normal d'avoir des intercommunalités de moins de 5000 habitants, ça paraît assez logique, parce que la population est relativement dense, hormis sur certaines parties des Yvelines ou de Seine-et-Marne. Mais en Savoie, expliquer qu'une intercommunalité de 5000 habitants, c'est trop petit et ça doit forcément fusionner avec quelqu'un d'autre, 5000 habitants dans la montagne, ça peut représenter un territoire aussi vaste que le département des Yvelines dont je parlais à l'instant. Bon, laissons-leur la main. Pensons qu'il peut y avoir un peu d'expertise locale et puis un peu de bon sens. C'est ça qu'on veut essayer de réorganiser, remettre de la souplesse, remettre de la différenciation territoriale, laisser la main et laisser la décision à ceux qui subiront la décision qu'ils prennent. Une dernière question de Michael Corr. Toutes ces questions institutionnelles, on attend qu'elles soient sur la table depuis l'été dernier. Elles ont été déplacées. Et l'une des choses à retenir du discours d'Édouard Philippe hier, c'est qu'elles ne seront pas à l'agenda de septembre, puisqu'il n'y avait de la place que pour un seul grand texte, et ce seront donc la révision des lois de bioéthique. Pour quelles raisons vous n'arrivez pas à vous entendre avec le Sénat ça sera... Quand est-ce qu'on peut imaginer que ça sera sur la table? C'est-à-dire qu'en fait, on a fait le constat que pour se marier, il faut être deux. Et en l'occurrence, c'est dans un accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale qu'on pourra faire la révision constitutionnelle. Moi, je regretterais beaucoup qu'on ne puisse pas faire la révision constitutionnelle parce que justement, elle comporte la différenciation territoriale. Considérer qu'on ne peut pas appliquer la loi de la même façon au centre de Paris, dans les montagnes en Savoie ou sur le littoral à Cannes. Ce serait dommage de ne pas avancer ensemble. Mais le Sénat est parti d'un principe qui est au fond assez légitime. C'est de dire, on ne s'accorde pas sur la révision constitutionnelle, même si on est d'accord avec la nouvelle constitution que vous nous proposez, si on ne se met pas d'accord aussi sur la réduction du nombre de parlementaires. Qui n'est pas dans la loi constitutionnelle. Qui n'est pas dans la loi constitutionnelle, mais il veut qu'on se mette d'accord sur les deux choses à la fois. Bon, le président a fait un geste important, parce qu'il s'était engagé devant les Français à réduire le nombre de parlementaires de 30%. Il dit, écoutez, on pourrait faire 25, on pourrait faire 20.
faut juste que le Sénat nous dise ce qu'il a envie de faire et pas. Est-ce qu'ils ne veulent pas du tout réduire le nombre de parlementaires, auquel cas on ne sera pas d'accord et on ne pourra pas faire la réforme constitutionnelle? Est-ce qu'ils veulent un peu? Est-ce qu'ils veulent trouver un chemin? Moi, j'ai entendu de la part de Gérard Larcher qu'il y avait des ouvertures possibles. On va travailler avec eux pour essayer de trouver un accord. Nous, on y est prêts, on va se battre jusqu'au bout pour trouver cet accord, parce qu'on pense que c'est utile pour le pays d'inscrire l'écologie, la différenciation territoriale, la démocratie participative dans la Constitution, et qu'au fond, le nombre de parlementaires, ça n'intéresse que les parlementaires. Merci Michael Corr. Nous marquons une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Restez avec nous dans un court instant. Nous retrouverons notre invité Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux chrétiens avec notre invité Patrick Mignola, qui est président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Il est interviewé par Étienne Pépin de RCF. Patrick Mignola, bonjour. Bonjour. Dans son discours à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe a annoncé que le projet de loi bioéthique serait présenté par le gouvernement en juillet et que le débat parlementaire pourrait commencer en septembre. Ce projet de loi comprend l'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. C'est une annonce qui a suscité beaucoup de ferveur dans l'hémicycle. Édouard Philippe a dit « Je suis persuadé que nous pouvons atteindre une forme de débat serein, profond, sérieux, à la hauteur des exigences de notre pays. » Après les lourdes tensions en France autour du mariage pour tous, est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est ce qui s'était passé lors de la précédente révision de la loi bioéthique. Parce qu'on va parler de la PMA, évidemment, mais je voudrais qu'on replace les choses dans le contexte. Il y a des bonnes choses qui ont été pensées dans cette République par le passé, c'est que le cadre de vie commun, les possibilités données par la science, par l'évolution technologique, devaient être à période régulière réinterrogées par le Parlement pour savoir ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Il y a été beaucoup question de la science d'ailleurs dans son discours. Mais bien sûr, et c'est très important parce que, d'abord la science globalement n'est pas suffisamment présente dans notre société, ça j'en suis persuadé aussi, mais aussi parce que on est cette génération qui va être traversée par 3 ou 4 révolutions technologiques au cours de notre vie, alors qu'auparavant, il pouvait y avoir 3 ou 4 générations qui vivaient une seule révolution technologique. Et donc on est obligé de se réinterroger sur l'ordre social, sur l'ordre public, et de le confronter à nos intimes convictions. Et quand on parle de bioéthique, on parle de PMA, qui faisait partie des engagements du président de la République, et on aura à le traiter, je crois aussi avec beaucoup de sérénité et d'apaisement sur la question de ce qu'est la filiation dans notre pays. Il y aura la question de l'anonymat des donneurs, évidemment, parce que quand on parle de PMA, jusqu'où va l'anonymat? On aura à parler de la conservation des gamètes. On peut imaginer demain qu'on pourrait concevoir un enfant après son décès. Vous voyez, il y a une mécanique qui est extrêmement forte et qui peut être très déstabilisante pour la société. Et justement, comment associer la dimension scientifique chère à Édouard Philippe, on l'a entendu hier, et puis la dimension morale qui guide quand même la pensée d'un pays pour que cette loi soit entendable et acceptable par un maximum de Français qui doutent quand même pour certains. Je vais vous donner un exemple. Je crois qu'il y a une morale publique qui rejoint en tout cas ma morale personnelle, celle du président de la République, c'est la marchandisation du corps. La PMA, c'est pas la GPA. On ne va pas louer un ventre pour avoir un enfant. C'est un des points de consensus qu'il nous faudra défendre dans le cadre de la loi bioéthique. Oui, beaucoup disent c'est l'étape d'après. C'est le fameux cliquet, c'est-à-dire qu'on voit bien depuis 15 ans, 20 ans, à chaque fois, il y a eu, on avait dit on fait le Pacs, il n'y aura pas de mariage, et puis on l'a fait, il y aura le mariage, mais il n'y aura pas la paix. Voilà, à chaque fois, c'est une étape supplémentaire qui est franchie. Non, je crois quelle garantie donner? Vous dites qu'il n'y aura pas la GPA, mais comment pouvez-vous donner une garantie? Moi, je fais une grande différence entre Pacs mariage et GPA. Pacs et mariage, c'était quoi? C'était considérer que les homosexuels dans ce pays devaient avoir un droit à l'indifférence. Ça ne fait pas exploser un pays de reconnaître que les homosexuels ont le droit de vivre comme les autres.
qui peuvent vivre en couple. Moi, j'aurais été volontiers, d'ailleurs comme François Bayrou l'était, favorable à une union civile, plutôt que dire mariage, voilà, qui faisait référence, voilà, pour moi qui suis de culture catholique, voilà, à des éléments qui ressemblaient plus à un sacrement que à un document institutionnel signé à la mairie ou devant notaire. Mais pour autant, cette avancée de société permettait d'essayer de vivre sereinement en fonction des choix intimes et des choix de sexualité que peuvent faire les uns les autres. Il y a une véritable différence avec la question de la PMA et de la GPA, qui ensuite, là, entre dans le domaine de la filiation. Comment on considère qu'on est parents dans notre pays, comment on considère comment les enfants de France doivent naître, être accompagnés et être éduqués. Alors, et la justement, différence fondamentale que vous avez pour répondre à votre question entre la PMA et la GPA, c'est que la PMA, c'est un choix personnel et un choix de vie d'une maman qui souhaite avoir un enfant. La GPA, c'est qu'on va louer une maman pour faire un enfant, et je ne suis pas du tout sûr que ce sera l'étape d'après. Pas du tout. Et en tout cas, moi, j'y suis opposé, parce que c'est faire appel à un tiers, c'est louer son corps, et c'est donc se mettre dans une situation d'exploitation de l'homme par l'homme. Sur la PMA, au sujet de la question du régime de filiation, on a bien compris qu'il y a plusieurs options. 1, on aligne sur le droit commun de la filiation. 2, on met en place un dispositif spécifique pour la PMA, mais en général. Et 3, on met en place un dispositif spécifique pour les couples de femmes. Rien qu'avec ce travail, on se rend compte que ça va être très compliqué. Vous en pensez quoi ? Bien sûr. C'est un sujet très compliqué. Alors, la demande d'un certain nombre d'associations, c'est effectivement d'avoir un alignement sur la filiation traditionnelle. L'avis du Conseil d'État aujourd'hui est plutôt un avis plus mesuré, expliquant qu'il peut y avoir un acte de naissance, un livret de famille, qui inscrit spécifiquement les parents. Je pense que le Conseil d'État est sage en disant ça, parce que je pense aussi à la question des autres parents. Quand vous avez un beau-père ou une belle-mère, parce qu'aujourd'hui il existe des familles recomposées, et que vous vivez avec une petite fille, un petit garçon pendant 10 ans, qui n'est pas le vôtre, parce que c'est celui de votre conjoint ou votre conjointe qu'elle a eu d'un précédent lit. Et que finalement, le deuxième couple explose aussi. Vous n'avez aucun droit, même pas de visite, vis-à-vis de l'enfant. Et ça peut déstabiliser l'enfant, qui, après avoir été élevé une grande partie de sa vie par un autre parent que son parent biologique, n'a aucun lien avec lui. Et bien le fait que demain, pour la PMA, mais aussi pour les couples recomposés, il y ait la reconnaissance d'un autre parent, d'un parent tiers. Moi, je crois qu'on est bien élevé quand on a un parent collectif. Il y a combien de fois on a dit dans les familles qu'on est élevé par ses parents, mais on est aussi élevé par ses grands-parents, et puis on est élevé par ses éducateurs sportifs et par son instituteur à l'école. Reconnaître cette notion de parent collectif, ça gêne la pensée en le formulant ainsi, mais se dire que une femme, un homme se construisent par influences successives et par de belles rencontres, ça peut être reconnu par les institutions. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui au sein de la majorité et être contre cette réforme, le dire et voter contre ? Oui, je l'ai affirmé très clairement, le MoDem est dans la majorité, et je l'ai dit aux députés MoDem, sur des enjeux comme cela, c'est pas la consigne de vote, c'est pas la solidarité majoritaire qui doit s'imposer, c'est l'intime conviction de chacun. Alors, je fais la différence entre l'intime conviction et la responsabilité publique. Moi, j'ai mon intime conviction. Est-ce qu'il y a pas un risque... Il y a d'autres sujets sociétaux sur lesquels j'ai des intimes convictions. Je me serais toujours interrogé, j'ai jamais été confronté à ça, mais je me serais toujours interrogé à titre personnel si j'avais dû prendre une décision d'avortement pour mon épouse. Mais en revanche, comme responsabilité publique, je me battrai toujours pour que l'avortement soit autorisé. Mais je suis persuadé que des parlementaires peuvent parfois être dépassés par leur intime conviction et donc avoir plus de difficultés à penser leur public.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive libérale avec cette loi de bioéthique? Il y a un sujet, par exemple, l'autocongélation d'ovocytes. Donc, pour faire le choix d'utiliser les ovocytes plus tard, quand ce sera possible et puis peut-être plus facile. Est-ce que ça ne vous gêne pas, cette dérive libérale potentielle? Ouais, c'est même pas libéral, c'est anarchique. C'est à ça que sert la révision de la loi bioéthique. Et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas qu'on soit uniquement omnubilé et concentré sur la question de la PMA. La loi bioéthique, comme elle l'avait fait d'ailleurs il y a 7 ans maintenant, doit fixer un délai sur la conservation des gamètes, conservation des ovocytes, conservation des spermatozoïdes. Combien de temps on doit les conserver? Il est évidemment choquant et de désordre public de penser qu'on pourrait avoir des enfants 80 ans après sa mort. Et donc il faudra décider d'un délai. Je peux entendre de la part d'une femme jeune qui n'a pas eu d'enfant, dont l'époux est décédé dans un accident, qu'elle puisse avoir un enfant de lui, peu après. Je peux évidemment pas entendre qu'on invente un nouvel eugénisme pour que dans 50 ans, on vous reclone sur la base des gamètes de vos parents. On aura le temps de débattre de tout ça sérieusement, parce que le temps à l'Assemblée va être très court. C'est un mois là pour... Non, d'abord, il y a un texte qui a été proposé par le gouvernement, qui a été validé par le Conseil d'État, pour qu'on connaisse le cadre juridique dans lequel nous travaillons. On a ensuite une commission spéciale qui va être mise en place pour permettre à chacun de travailler vraiment dans le détail et dans l'intime de chacun de ces sujets. Ensuite, ça viendra à l'Assemblée nationale au début du mois de septembre. On prendra le temps qu'il faut pour arriver à un débat apaisé. Ça viendra ensuite au Sénat. Vous prendrez le temps qu'il faut, mais il y aura un mois. Puis ça reviendra. Un mois de débat. Il a dit avant la fin septembre, il faut que ce soit voté. Donc vous ne prendrez pas le temps qu'il faut. Il y a un temps contraint. Mais vous savez qu'après, on va au Sénat et qu'ensuite ça reviendra en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que, au mieux, ces lois de bioéthique, enfin, cette révision de la loi bioéthique, ce sera voté définitivement au mois de janvier ou au mois de février. Et ben, se donner 6 mois dans la vie d'un pays pour réfléchir à ces grands sujets, je ne pense pas que ce soit trop court. C'est pas trop long non plus, parce que ça va permettre, une fois les résurgences épidermiques et personnelles passées, de travailler sur ce qui est bien pour le pays et ce qui est bien pour nos enfants. À l'autre extrémité de la vie humaine, Édouard Philippe a parlé aussi de la dépendance. C'est intéressant parce que c'était juste quelques jours après le lundi de Pentecôte qui est censé financer la dépendance. Selon la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en 2019, cette journée de solidarité devrait générer près de 3 milliards d'euros de recettes. Mais la dépendance en France se chiffre à environ 60 milliards d'euros. Et la charge va s'alourdir puisque le nombre de personnes âgées dépendantes augmente sans cesse. Édouard Philippe a annoncé un projet de loi pour la fin de l'année avec entre autres l'idée de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'il n'est jamais trop tard, mais qu'il est bien tard. Parce que c'est une question qui, moi, m'était posée quand j'étais jeune conseiller général dès 1998. Parce qu'on sait bien que dans ce pays, on vit plus longtemps, et tant mieux, mais qu'il faut qu'on puisse vieillir dans la dignité ou accompagner nos parents, nos grands-parents dans cette dignité. Ça coûte 60 milliards. Et il faut en trouver 10 de plus si on veut bien faire les choses, concrètement. Parce que si on veut avoir un taux d'encadrement suffisamment d'humains dans nos maisons de retraite pour ne pas faire que seulement de l'hygiène, mais aussi faire du lien social, il nous faudra 10 milliards de plus. Donc on est bien loin de la petite journée de solidarité. Donc c'est 70 milliards par an. Oui, c'est par an. Et on en est à combien actuellement pour financer ces 70 milliards? Et il en faudrait 10 de plus. Donc aujourd'hui, il faut qu'on regarde parmi les pistes si on doit créer un 5e risque comme Nicolas l'avait... Comment? Maintenir les personnes âgées chez elles, ça ne suffira pas à trouver l'argent qui manque. Mais il faut leur laisser le choix surtout. La dignité.
c'est de vieillir, pour certaines personnes, c'est de vieillir chez elles le plus longtemps possible, parce qu'elles peuvent être accompagnées. Il faut reconnaître le statut des aidants. Il faut leur permettre d'avoir du répit. Enfin, quand vous avez une fille ou un fils qui a 70 ans et qui s'occupe de son parent de 95 ans, parfois c'est le fils ou la fille qui décède avant le parent. C'est ça, il y a un des drames de notre société. Donc c'est la reconnaissance des aidants, c'est les périodes de répit. Donc ça veut dire des temps dans les maisons de retraite où parfois les personnes âgées peuvent aller, ne serait-ce que pour laisser un peu de temps de vacances à leurs enfants ou à leurs proches qui s'occupent d'eux. Il y en a qui voudront vieillir et qui pourront peut-être mourir dignement chez elles. Il y en a qui voudront aller plutôt dans des maisons de retraite. Il y a toute la question de la médicalisation, parce qu'aujourd'hui, vous avez des pathologies associées, parce que le vieillissement peut aller avec un Alzheimer, peut aller avec des maladies physiques chroniques. Et donc là, ce ne sera évidemment pas seulement à domicile, parce que ça coûterait plus cher de faire de l'hospitalisation à domicile selon certaines pathologies. Donc c'est cette grande loi, c'est ces grands enjeux qu'on va poser. Enfin. Alors après, comment on le financera ? Est-ce qu'il faut un 5e risque de sécurité sociale ? Est-ce qu'il faut faire des arbitrages ? Franchement, sur un sujet comme celui-là, on peut faire des arbitrages budgétaires. Mais ça, ce sera dans la loi, justement. Une loi est annoncée pour la fin d'année. C'est bien ça, c'est ça. Fin 2019. C'est ça. Dans cette loi, fin 2019, il y aura le financement ? Oui, puisque lorsqu'on aura voté la loi, on aboutira immédiatement ensuite au vote du budget et du budget de la sécurité sociale, qui devra commencer à avancer sur le financement de la grande dépendance en France. Merci beaucoup à notre invité Patrick Mignola, qui est président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Notre invité la semaine prochaine sera Pascal Balman, qui est secrétaire général de l'enseignement catholique. Vous pouvez d'ici là retrouver cette émission sur les sites de La Croix, de Radio Notre-Dame, de RCF et de KTO. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.